Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce live Mediapart. Au menu de l'heure qui vient, on va parler de l'attentat raciste qui a fait 9 morts en Allemagne. On en parlera avec la politiste Bénédicte Lomont. On parlera des liens entre l'extrême droite et les mouvances néo-nazis. Mais tout de suite, retour sur les révélations de Mediapart sur la FNSEA. Pour en parler avec toi, Amélie Poinceau, bonsoir. C'est toi qui signes cette enquête en 3 volets. Et puis Gilles Luneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de Cette somme, la forteresse agricole, une histoire de la FNSEA, publiée en 2004 chez Fayard. Vous êtes spécialiste, on peut dire, de la FNSEA. Alors Amélie, que révèlent tes enquêtes si je résume ? Les salaires exorbitants de cadres dirigeants de la FNSEA, plus de 13 000 euros pour son directeur, ce n'est qu'un exemple. 2, tu révèles que les cotisations patronales censées alimenter un fonds pour l'emploi des agriculteurs servent en fait en partie à renflouer les caisses de la FNSEA. Et puis 3, idem avec le système d'œuvre sociale pour les agriculteurs, une partie de cet argent a servi à renflouer les caisses de la FNSEA. Alors on va y revenir dans le détail, mais d'abord Amélie, pourquoi est-ce que tu as choisi d'enquêter sur ce syndicat agricole ? Parce que la FNSEA est le syndicat historiquement majoritaire du monde agricole. Aux élections aux chambres d'agriculture l'année dernière, il a récolté avec les JA, les jeunes agriculteurs, plus de 50% des voix. Et historiquement, en tout cas depuis l'après-guerre, c'est un syndicat qui a été extrêmement important, voire décisionnaire dans la politique agricole française. Donc moi qui m'intéresse de près aux questions agricoles, c'était une évidence que de s'intéresser évidemment au syndicat de la FNSEA. Et puis je dois dire aussi qu'il y a un article dans le Canard enchaîné qui m'a alerté, ça c'était en juillet 2018 déjà, qui évoquait en fait le système Provea. Et puis ensuite de fil en aiguille, on va développer, il y a eu effectivement un certain nombre d'éléments dont j'ai pris connaissance. Et puis on va y revenir parce que la FNSEA, je dirais, dénonce ou critique, estime que c'est une vendetta que d'avoir publié ces informations. On insiste, ce sont des informations d'intérêt public puisqu'il y a de l'argent public qui transite par la FNSEA. C'est peut-être aussi pour ça que tu t'es intéressée. La FNSEA, comme d'ailleurs tous les syndicats français, bénéficie en fait du financement syndical qui est octroyé par le budget de l'État. Donc c'est nos impôts au final. C'est-à-dire que la FNSEA touche 4,2 millions d'euros chaque année au titre du financement syndical. C'est donc du financement public. Et puis, dans les ressources de la FNSEA, il y a également les cotisations des adhérents, évidemment, qui passent par les fédérations départementales et ensuite remontent donc au syndicat national. Et puis, on va y revenir, il y a ces cotisations patronales qui sont donc prélevées sur les employeurs de main-d'œuvre agricole. Et donc, tout ça, évidemment, pour nous, Mediapart, c'est d'intérêt public, puisque ça concerne effectivement un grand nombre de gens et ça passe par des prélèvements obligatoires et des impôts. Absolument. Sur la partie la plus spectaculaire de l'enquête d'Amélie, Gilles Luneau, ce sont les salaires. 13 400 euros pour le directeur de la FNSEA, un mi-temps très cher payé pour l'ancienne directrice qui est à la retraite et qui désormais occupe un poste de conseillère. Voilà. Ça vous inspire quoi, une réaction, vous qui connaissez les arcanes de syndicats par cœur ? Comme ça, a priori, la première réaction, je pense aux adhérents. Je pense aux adhérents. On a quand même, c'est les statistiques, des agriculteurs qui gagnent 350, 500 euros par mois. On a une vraie crise du revenu des agriculteurs. Il y en a 1 sur 2 qui se suicide. C'est les statistiques. Je veux dire, j'imagine le nombre de gens qui vont vouloir cesser de payer leurs cotisations ou déchirer leur carte. Ça, c'est ma première réaction, parce que c'est une insulte finalement à ses propres adhérents. Ensuite, sur le salaire plus cher que le ministre de l'Agriculture, c'est quand même aussi... C'est ça, plus de 3 000 euros de plus. Symboliquement, c'est quand même quelque chose d'énorme. D'énorme. Mais là, on est un peu, je dirais... ils nous ont habitués à ça, on va dire un peu à la tambouille entre eux, de s'augmenter, de se trouver des primes, d'avoir 3-4 casquettes, de toucher dans plusieurs conseils d'administration. On va dire, c'est presque génétique chez eux. Ah oui, carrément. Vous n'êtes pas tendre. Alors, l'épisode 2 de ton enquête, c'est le fonds GPE. C'est technique, mais c'est très intéressant et c'est très important. Est-ce que tu peux dire rapidement, pour celles et ceux qui découvrent l'enquête là, en nous regardant, ce que c'est que ce fonds GPE ? Alors, GPE, ça veut dire la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture. C'est donc un dispositif qui a été créé en 2002 pour favoriser l'emploi en agriculture à travers notamment la mise en place d'un observatoire
qui est censé faire des études, des statistiques, notamment sur les revenus agricoles, sur le temps de travail passé sur les exploitations, sur les types de contrats, etc. Donc cet observatoire est censé du coup ensuite favoriser le développement de l'emploi, rendre aussi les métiers attractifs, parce qu'il y a aussi toute une question sur le recrutement en fait de main-d'œuvre agricole qui n'est pas non plus évident. Et ce dispositif est géré par une association qui s'appelle donc Provea, qui a été créée donc à ce moment-là en 2002. Et ce que j'ai découvert en fait, c'est que Provea collecte énormément de fonds. En fait, ça passe par tout un circuit qu'on raconte et qu'on a également illustré par un schéma et qu'on raconte dans l'enquête. Voilà, ça le schéma, passe par regarde, plusieurs structures. Voilà, ça passe par 2 associations. Au départ, c'est la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, qui est l'organisme préleveur de toutes les cotisations sociales dans le monde agricole et qui prélève donc cette cotisation employeur. Donc, encore une fois, c'est une cotisation obligatoire de tous les agriculteurs. Hein. Tous les employeurs de main-d'œuvre agricole, donc les exploitants agricoles qui ont des salariés sur leur ferme, et qu'ils soient syndiqués ou non d'ailleurs, syndiqués à la FNSEA ou pas, ou dans d'autres syndicats. Et ensuite, donc, ça passe par 2 associations qui sont toutes les 2 domiciliées au 11 rue de la Baume, qui est l'adresse de la FNSEA à Paris. Et ensuite, c'est réparti, alors ça s'appelle des fonds paritaires. Et c'est réparti en fait entre 75% pour les organisations patronales et 25% donc pour les syndicats de salariés. Là, on voit apparaître tous les syndicats qu'on connaît bien, CGT, FO, etc. Et puis, du côté des syndicats patronaux, eh bien, c'est la FNSEA qui rafle la mise, si je puis dire, et qui ensuite est censée dépenser cet argent pour des missions à caractère, comme on l'a dit, de l'emploi, enfin, qui doivent financer cet observatoire de l'emploi et des missions qui ont cet objectif-là. Et voilà, ce que j'ai pu établir, c'est que ce n'est pas totalement le cas, que certaines dépenses ne sont pas fléchées. Certaines dépenses aussi arrivent à des moments un peu incongrus. Par exemple, en 2018, 1,7 million d'euros sont dépensés pour ce qu'ils appellent une campagne métier. Et c'est un poste budgétaire qui n'apparaît pas les autres années. Or, en 2018, on est à la veille des élections Chambre d'agriculture, enjeu stratégique pour la FNSEA qui se déroule donc début 2019. Donc voilà, on voit comme ça des dépenses qui ne sont pas directement liées à ce qui devrait être la mission au départ de la GPE, gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture. Et alors là, je me tourne à nouveau vers vous, Gilles Luneau. Ça, pareil, c'est cet argent qui a un objectif bien précis, qui est l'argent des agriculteurs, hein, c'est leur cotisation. Des employeurs. Des agriculteurs employeurs. Mais enfin, voilà, on sait que les conditions de salaire ne sont pas extraordinaires. Ça vous étonne, là encore, cet argent qui, comme ça, va là où il ne doit pas aller ? Oui, il y a une culture, il y a un antécédent qui s'appelait les cotisations volontaires obligatoires, qui était un système de cotisation qui a fonctionné pendant des années, de prélèvement sur les livraisons de céréales aux coopératives, et qui prélevait automatiquement un impôt, on va dire, une taxe. Ils avaient une délégation de l'État pour ça, qui était reversée, alors je ne vais pas refaire l'organigramme, je n'ai plus tout en tête, qui était reversée à la nébuleuse FNSEA, en fait. Et tout le monde, vous étiez non syndiqué ou syndiqué d'un autre syndicat, vous étiez obligé, c'était une taxe, cotisation volontaire obligatoire, c'est déjà délicieux comme nom. Ça a drainé des millions et des millions et des millions. Et je veux dire, ça a cessé il y a très peu de temps, en fait. La mémoire me fait défaut. Quand j'ai fait le livre, ça existait déjà. Il a fallu des procès, d'ailleurs, que les autres syndicats ont perdus, sur les arguties juridiques, sur la distance, etc. Mais je veux dire, ils ont cette habitude, on va dire, dans leur culture, d'une part, de capter de l'argent public, on pourra peut-être y revenir dans le débat, et puis d'autre part, de générer de la part de l'État des politiques des choses à leur seul profit. Voilà. Et je voudrais dire sur la question de l'emploi, il y a eu, moi j'avais enquêté ça il y a 1 an et demi, c'était avant les élections Chambre. Par exemple, en Normandie, Hervé Morin, le président de région, avait fait voter un don de mémoire autour de 500 000 euros de dons aux fameuses associations observatoires de l'emploi que la FNSEA avait empoché. Enfin, cette association-là avait empoché, et après, on perd la trace de cet argent. Il n'y a pas de suivi suffisant. Non, il n'y a aucune transparence, aucune. Enfin, votre enquête le montre très très bien. Vous vous heurtez à chaque fois sur des fins de non-recevoir, finalement.
Tout à fait. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que ce sont des sommes colossales. Pour 2018, c'était plus de 7 millions d'euros qui arrivaient donc dans les caisses de la FNSEA. Il y a aussi des financements qui sont attribués aux associations spécialisées. Alors, les associations spécialisées, ce sont des associations interprofessionnelles qui représentent des filières de production. Donc, il y a le blé, le maïs, la betterave, etc. Et ce sont des associations qui sont aussi liées, d'une certaine manière, à la FNSEA. Et ces associations sont aussi censées, dans ce cadre de la GPE, mener des missions pour l'emploi, toujours d'expertise et aussi de statistiques sur des filières. Là, c'est plus à l'échelle d'un département, mais sur plutôt une filière. Et là aussi, il y a des dépenses sur lesquelles on voit qu'elles sont attribuées avant même que la convention soit signée ou que la mission soit définie. Il faut savoir aussi que la FNSEA, comme les associations spécialisées, ont souvent des problèmes de trésorerie, de déficit, et que donc obtenir ces financements, c'est aussi une manière de pouvoir continuer à survivre, en tout cas d'un point de vue économique. Alors, ce fonds GPE, tu l'as dit, Amélie, tous les agriculteurs employeurs y cotisent, qu'ils soient ou non syndiqués, donc ça ne concerne pas que la FNSEA. On a eu envie de faire réagir le syndicat concurrent, la Confédération paysanne, qui était présente au Salon de l'agriculture. On écoute son porte-parole. Je ne pense pas que ce soit une nouveauté pour les syndicats minoritaires de voir les mécanismes qu'arrive à monter la FNSEA en toute opacité pour détourner que ce soit de l'argent public ou de l'argent des chambres d'agriculture. Vous dites que c'est du détournement d'argent ? En tout cas, ça y paraît et ça pose question. Et moi, je me dis que la justice a certainement besoin de mettre son nez là-dedans. Alors, Nicolas Giraud, de la Confédération paysanne, il va peut-être un peu fort, mais en tout cas, lui, il parle, il questionne, il dit c'est peut-être un détournement de fonds publics. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, à la lecture de l'enquête d'Amélie, on se dit, en principe, il devrait y avoir une réaction des autres syndicats, parce que là, faut porter plainte. Je veux dire, il y a possibilité d'une action judiciaire. Amélie ? Oui, alors là, je laisserai la justice se prononcer là-dessus, mais effectivement, c'est une affaire à suivre. La justice peut s'autosaisir. Alors, on a aussi voulu savoir ce que pensaient les premiers concernés de tes révélations, Amélie. Direction le 15e arrondissement de Paris, donc il y a le salon de l'agriculture qui s'y tient en ce moment à Porte de Versailles. Il a commencé samedi, donc il y a des animaux, des agriculteurs partout sur plusieurs halls de cette Porte de Versailles. Plusieurs catégories de réponses sur la question des salaires. D'abord, celle assez embarrassée des adhérents. Vous avez entendu parler des salaires des cadres dirigeants de la FNSEA ? On s'en fout. On s'en fout. Ça ne vous dérange pas que le directeur de la FNSEA gagne plus de 13 000 euros par mois ? 13 000 euros. Parce que de toute façon, tous les directeurs gagnent cet argent-là dans l'agriculture. Je ne vois pas pourquoi on stigmatise. Donc votre truc, il est hors sujet. Moi aujourd'hui, je ne trouve pas que c'est aberrant qu'une personne comme ça touche 13 000 euros. Ils sont augmentés de plus de 22% en un an, oui, c'est beaucoup 22% en un an, non ? Aujourd'hui... Vous augmentez de 22% en un an ? Non, ça c'est vrai. On serait bien content que notre produit augmente de 22%. Ça nous ferait bien... On serait bien content. Vous ne vous sentez pas trahi par la Fédé ? Non, moi je me sens pas trahi par la Fédé, non. La FNSEA gagne 13 400 euros par mois. D'accord, pas nous. Pas nous. Alors, pas nous, ça on l'a beaucoup entendu, du côté des agriculteurs non syndiqués, forcément plus critiques. Si je vous dis que le directeur de la FNSEA gagne plus de 13 000 euros par mois, ça vous inspire quoi ? Ouais, c'est peut-être le salaire, c'est certainement supérieur au salaire annuel de la majorité des agriculteurs, non ? C'est quand même pas normal que nos dirigeants, au vu du contexte, se permettent de faire ça. C'est complètement aberrant. On peut pas accepter ça. Ouais, c'est honteux, qu'est-ce que vous voulez On ne se sent pas du tout représenté par cet organisme-là, nous. Donc, on n'est ni étonné, ni choqué. Moi, je suis plus étonné de rien. Vous êtes désabusé, vous ? Mais la FNSEA, moi, j'ai jamais cru spécialement qu'elle nous défendait. Donc, voilà. On gagne beaucoup moins, nous. Faut enlever 1-0, voire 2. Vous trouvez ça choquant ? Bah oui, comme tout le monde, je pense. On fait pas partie de ce monde-là, nous. On fait partie des gens qui se lèvent à 6h tous les matins et puis qui arrêtent à 20h le soir. On va avoir même pas des SMIC, des demi-SMIC. Vous réussissez à vous dégager un revenu ? Oui, un revenu minable, quoi. Combien ? 300 euros par mois. Vous appelez ça un revenu ?
Alors, en se promenant dans les allées du Salon de l'Agriculture, on est tombé sur le stand de la FNSEA, le voici, et on a eu envie de les questionner sur les salaires et le fonds GPE. Bonjour, pardon de vous déranger. Une petite question pour Mediapart, si vous êtes bien à la FNSEA. Oui, non, mais on n'a rien à redire. Pas de commentaires sur le salaire de vos cadres dirigeants? Non, je pense qu'il y a autre chose à voir aujourd'hui. Nous, on travaille avec les agriculteurs. Et la gestion du fonds GPE, c'est pas grave qu'une partie aille pour renflouer les caisses de votre syndicat? On est très clair là-dessus. On n'a pas à intervenir plus que ça. Non, on est complètement clair dans nos bottes là-dessus. Parce que plus d'1,7 million est servi à la campagne des chambres d'agriculture alors que c'est l'argent des cotisations patronales des agriculteurs, c'est quand même étonnant, non? Ne cherchez pas à continuer à poser des questions sur le sujet. Tout a été dit, les choses sont nettes et transparentes. Les agriculteurs ont le droit de savoir où vont leurs cotisations patronales. Tout expliqué, tout a été expliqué. Il n'y a pas d'argent qui va dans les caisses de la FNSEA au détriment de l'emploi. Je vous dis que tout a été dit aujourd'hui pour cette cotisation employeur qui a été faite et la redistribution qui en a été faite, y compris au niveau des syndicats de salariés. Alors c'est bon. Un commentaire, monsieur? Rien à rajouter. Nous vous remercions. Vous estimez que c'est juste comme salaire, 13 000 € pour un cadre dirigeant? Vous avez combien, vous? Beaucoup moins. Vous avez combien, vous? 4 500 € brut par mois. Ça regarde qui? Merci. C'est de l'argent public, en partie? Les subventions? C'est une entreprise privée, madame. Il n'y a pas de subvention publique à la FNSEA? Attendez. Vous vous méprisez, d'accord? Vous vous méprisez. Je n'ai rien à vous expliquer. Vous vous méprisez. Je pense même que vous dégradez votre métier. Continuez comme ça, vous avez raison. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Quant au ministre de l'Agriculture, on l'a suivi tout le week-end sur le salon, mais ça n'a pas été fructueux. Monsieur le ministre, bonjour. Une petite question sur la FNSEA. Ça fait deux jours qu'on essaie de vous avoir sur la FNSEA et les révélations de Mediapart. Voilà. Alors, si jamais il nous regarde, le ministre, on est toujours preneur d'une réaction. Je précise juste que les salaires à Mediapart sont publics. Il y a une charte de Mediapart, donc on peut les trouver. On n'a pas de difficulté à ce niveau-là. Gilles Luneau, une réaction. Un des vice-présidents de la FNSEA a dit on est clair dans nos bottes, pas de circuler, il n'y a rien à voir. Cette réaction, c'est une réaction de corps, comme on dit. Ouais. Je veux dire, on se serre les coudes bien sûr, dans la tempête. Bien sûr. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre dans la FNSEA, dans l'état où elle est aujourd'hui, qui n'est quand même pas un état brillant, c'est un syndicat qui rassemblait tous les paysans à la Libération. Quand la FNSEA est créée, c'est un syndicat unique. C'est aussi, on pourra peut-être y revenir dans la discussion, c'est un vice de départ, on va dire, qui est un héritage, on va dire, du 19e et même jusqu'à la guerre et jusqu'à la corporation de Vichy, où il y avait un mouvement, je veux dire, de pensée idéologique qui s'appelait l'agrarisme, qui voulait fédérer tous les paysans pour résister à la ville. C'était vraiment ça dans les mentalités. Il en reste encore des traces dans le comportement de la FNSEA. L'idée, c'est aussi de dire les paysans sont maîtres chez eux, ils n'ont de compte à rendre à personne. C'est pas la ville qui va se mêler de nos affaires, nous on sait. Ça a donné aussi les mouvements d'orgéristes avant-guerre, les chemises vertes. Ça a donné la corporation paysanne de Vichy, il ne faut quand même pas l'oublier. À part ça, la FNSEA est née dans la résistance. Au départ, je fais un petit détour. Ah ouais, mais la FNSEA est née dans les réseaux de résistance. Et il y a des grands résistants paysans et qui disent, au sortir de la guerre, il va falloir penser... en gros, à remettre tout ça en route, à nourrir le pays. On a besoin d'un outil efficace et tout ça. Et ils ont tellement envie d'unité qu'il y a cette création comme ça. Et je pense que c'est un produit historique qui n'a jamais été révisé, finalement, sur la manière dont ça a été créé. Donc, vous avez une FNSEA à 95% des paysans. Il n'y a pas d'autres syndicats. Et puis, on arrive aujourd'hui avec une FNSEA qui représente 50% des votants. Mais il y a 50% d'abstention, ce qui était inimaginable, je veux dire, encore dans les années 70-80. Donc elle représente combien de pourcents des agriculteurs? À la louche, 26%. Voilà, un tiers, quoi, maximum. Un quart même. Oui, elle est plus près du quart que du tiers. Parce que le reste, avec 20% et quelques à la conf et 21 ou 22% à la coordination rurale, vous voyez, quand on fait le compte, et 50, je ne sais plus
pour la FNSEA, en mettant les JA avec elle, on est à 50% des voix. Quoi. On a mis tous les chiffres et un graphique aussi dans nos articles pour retrouver la représentation syndicale actuelle. Voilà. Donc si vous voulez, à partir, simplement pour continuer un peu cette projection historique, on a, au fil des temps, des crises agricoles graves, où là, la FNSEA ne joue plus son rôle, parce que très peu de temps après la fin de la guerre, après sa création, il y a un coup d'État intérieur, je ne vais pas rentrer dedans, où les anciens de la corporation de Vichy reprennent le pouvoir à la FNSEA. Ils n'aiment pas qu'on leur rappelle ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire tous les gens résistants, et on va dire plutôt de gauche, et sociaux, hein, il y a tout un mouvement de chrétiens sociaux qui défend les métayers, tous ces gens-là sont évincés au profit des durs de la corpo, pas les premiers rangs, parce qu'ils sont en prison. Mais je veux dire, le reste, on va même retrouver à la tête de la FNSEA aussi un partisan de l'Algérie française, etc. Donc, à chaque fois, ça fait des gestions de crise qui sont naturellement pas dans l'intérêt de leurs troupes. Et ça fait des scissions. La première scission, ça va être le MODEF, qui est sur la crise de la viande, hein, au milieu des années 50. Et puis, il va y avoir, juste après 68, la grosse scission qui va donner la Confédération paysanne, qui donnera d'abord Paysans Travailleurs, la Confédération paysanne, et celle de la coordination rurale, on va dire, qui correspond aux années 90. Hein. Au début des années 90, c'est-à-dire à la réforme de la politique agricole commune pour faire entrer l'agriculture à l'OMC. Pourquoi ces scissions ? Donc parce que la FNSEA ne répond pas aux attentes. Et donc aujourd'hui, on a une FNSEA qui est dans une mentalité d'assiégé un peu. Ils ne savent plus où ils ont la tête, en fait. Et en même temps, quand on a, on a passé 48 heures au salon ce week-end, on a discuté avec pas mal d'agriculteurs. Moi, ce que je peux en dire, c'est que ceux que j'ai rencontrés qui sont adhérents à la FNSEA, ils ont bien du mal à lâcher leur syndicat. Donc, à la fois, le syndicat les représente peu, et en même temps, ceux qui sont adhérents soutiennent toujours le syndicat. Pourquoi ? C'est relativement simple parce qu'il y a d'une part un côté humain. Hein. Je veux dire, quand on a milité le syndicalisme, c'est quand même une chose a priori vouée au lien social, enfin, à une certaine idée de la défense des gens. On ne crache pas sur sa vie. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est aussi normal. Donc, on pense toujours, il y a un tas de gens dans la FNSEA qui pensent réformer l'organisation. Moi, j'en connais. Hein. Je veux dire, j'ai plein d'amis. Dans les FDSEA, à l'échelon départemental, je fais toujours une différence. Ma critique est virulente sur la structure nationale et je suis beaucoup plus indulgent et respectueux des gens qui sont dans les départements. C'est vraiment important à comprendre parce que de toute façon, c'est quasiment une organisation séparée. Hein. Je veux dire, si le pouvoir reste concentré dans les mains des gens qui sont actuellement à la tête de la FNSEA et même ceux qui les ont précédés, c'est parce que, si vous voulez, c'est une structure léniniste très pyramidale où finalement le vœu de la base n'est jamais exaucé au sommet. Parce que comme il y a majoritairement des éleveurs dans les champs, c'est jamais eux qui sont à la tête, sauf pour faire figure de porte-parole. Mais les rênes économiques sont tenues par les associations spécialisées des grandes cultures. Mais je voulais revenir sur l'aspect assiégé, c'est-à-dire que très concrètement, je vais donner un exemple, la montée des votes différents pour les autres syndicats aux élections des chambres départementales, plus la montée de l'abstention, qui ne sont pas des gens qui s'en fichent, mais qui ne s'y retrouvent pas, on va dire, dans les modèles proposés, fait peur à la FNSEA. Ils ont une érosion permanente. Donc, aujourd'hui, ils sont en train d'organiser la mort des chambres départementales d'agriculture. Et ils sont en train de lancer une reconcentration du pouvoir, via d'ailleurs la gestion financière, par les chambres régionales. Deuxième exemple, qui est de taille, enfin je veux dire qui est dramatique par rapport à la politique agricole du pays, l'argent de la politique agricole commune destinée à l'agriculture bio et à toutes les mesures environnementales, qu'on appelle le deuxième pilier, mais je ne vais pas rentrer dans la technocratie, les termes technocratiques, il est géré par les régions. L'État français a le loisir de le faire donner aux régions comme ça. Chaque pays choisit ce qu'il fait avec ce deuxième pilier. Aujourd'hui, la FNSEA, avec Macron, complètement, veut renationaliser ça. Pourquoi ? Parce qu'il voit arriver les élections régionales et on a déjà des expériences, quelle que soit la couleur de la région, où il y a beaucoup plus d'écoute aux demandes environnementales et à la conversion bio, on va dire, des troupes régionales agricoles. Donc ça, ils ont peur que ça leur échappe, donc ils préfèrent saboter et ils savent qu'ils ont le pouvoir au ministère, parce que c'est eux qui nomment les ministres, en gros.
Et alors justement, en parlant du ministère, donc là, dans une extrêmement courte séquence, on n'a pas réussi à parler au ministre et on a montré que il fuyait un peu nos questions parce qu'on a quand même essayé pendant 48 heures. On ne l'a pas pris par surprise, Didier Guillaume. Pourquoi cette réaction là, la première enquête que tu as publiée, c'était il y a quoi, déjà une semaine? Oui, c'était il y a une semaine, en fait. Et depuis, on a échangé plusieurs fois avec le conseiller presse du ministre. Qui est bavard en off, mais en on n'a pas de réaction officielle en fait du ministre de tutelle, même si le syndicat est indépendant, ok, mais enfin il y a de l'argent public, comme on l'a dit, qui transite, 4,2 millions d'euros par an. Est-ce que le ministre, je sais pas, protège le syndicat Est-ce que ce syndicat est un État dans les temps? Est-ce que ce syndicat fait peur au ministre? Enfin, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas. Alors, je pense. Votre interprétation à vous, Gilles Luneau? Mon interprétation, c'est que des supputations, donc je vais être extrêmement prudent. Je ne peux pas répondre à la place du ministre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a particulièrement avec ce ministre-là, parce qu'on a eu des ministres qui étaient un peu plus rétifs aux pressions de la FNSEA. Ce ministre-là, je pense qu'il ne veut pas être en porte-à-faux avec l'organisation avec qui il négocie à peu près toute la politique agricole commune. Donc, je veux dire, c'est avec lui. Le ministre a besoin de la FNSEA? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il a pas besoin. On a besoin d'un ministre qui s'affranchisse de la FNSEA et qui fasse une politique agricole avec tout le monde par rapport aux enjeux qu'il y a, y compris avec les citoyens. Parce que je pense que les politiques agricoles aujourd'hui doivent aussi recueillir les idées et les avis des citoyens. Et les adhérents, eux, qu'on a vus et qui sont un peu comme ça rétifs à critiquer, est-ce qu'eux, ils sont dépendants de leur syndicat? On a pu entendre que certains ont pu avoir des pressions pour adhérer lorsqu'ils s'installaient dans une région, qu'ils lançaient leur exploitation. Bien sûr, j'avais oublié quand je suis parti dans le fil de ma réponse. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous voulez vous installer en agriculture, vous êtes un jeune, vous voulez reprendre la ferme du père ou vous êtes un néo-rural qui veut s'installer, c'est extrêmement difficile comme parcours si vous n'êtes pas membre ou des jeunes agriculteurs, si vous avez moins de 35 ans, ou membre de la FNSEA, si vous y avez plus. Pourquoi? Parce que toutes les chambres d'agriculture, sauf 2 ou 3, sont tenues par la FNSEA. C'est par là que passent toutes les aides à l'installation, les études, on va dire, de marché, l'introduction auprès du Crédit Agricole pour avoir les emprunts, etc. etc. L'accès au marché de ce que vous allez produire passe par des coopératives agricoles. Elles sont toutes tenues par la FNSEA. Et quand vous dites tenue, c'est-à-dire je veux dire que ceux qui dirigent les COP sont aussi adhérents et ont des responsabilités. Donc en fait, elle est, entre guillemets, partout, à toutes les strates du monde agricole. Elle n'a pas seulement verrouillé. Historiquement, elle a construit l'organigramme agricole français. Mais quand elle représentait 90% des paysans. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est ça la différence, en fait. Et au fur et à mesure que, si vous voulez, sa toile d'influence se réduit, elle pose les verrous de plus en plus forts pour essayer de garder le pouvoir. Alors, ce n'est pas simplement, je ne fais pas le procès de la présidente de la FNSEA, c'est un système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des coopératives gigantesques qui sont aussi puissantes que des multinationales, qui voient leurs intérêts érodés si on a, par exemple, une politique agricole beaucoup plus écologique, beaucoup plus sociale, etc. D'accord. Est-ce qu'on va en venir à la réaction de la FNSEA, qu'on a vue là, pas très bavarde, plutôt fâchée. Avant de venir à leur réaction par leur communiqué, est-ce que ça a été compliqué, Amélie, de mener cette enquête et quels ont été tes rapports avec la FNSEA pendant l'enquête? Oui, il y a eu effectivement des moments difficiles parce que justement, et un petit peu dans la lignée de ce qu'a expliqué Gilles juste avant, c'est une organisation qui actuellement est dans une forme de repli. Puisque c'est le nombre de ses adhérents s'érode, qu'elle sent qu'effectivement elle est beaucoup chahutée par les demandes sociétales et par les attentes qui sont quand même aujourd'hui tout autres que le schéma productiviste qu'elle a longtemps représenté. Et donc ça s'est vu effectivement dans la manière dont la FNSEA a réagi à mon enquête. Et en amont, effectivement, lorsque la FNSEA, enfin en tout cas la direction de la FNSEA a appris que Mediapart travaillait sur le syndicat en novembre déjà. Elle a diffusé en fait un communiqué. Donc c'était le directeur général lui-même qui a envoyé un communiqué à l'ensemble du réseau de la FNSEA, c'est-à-dire non seulement la direction nationale, mais aussi les têtes des fédérations départementales.
et également des associations spécialisées. Donc, pour indiquer que Mediapart préparait une enquête sur le sujet de la FNSEA. Bon, évidemment, ils n'en savaient pas beaucoup plus à ce moment-là, mais en tout cas, la demande était formelle de faire remonter toute demande venant de Mediapart à la direction générale, au directeur lui-même. Donc évidemment, ce genre de communiqué, donc envoyé fin novembre, évidemment, ça pose des entraves et sérieuses pour ensuite pouvoir contacter les gens. Et ensuite, lorsque j'ai contacté... Ça dissuade les gens de parler. Ça dissuade les gens de parler. Et puis de fait, voilà, si effectivement il y avait une demande faite de ma part, elle remontait directement. Donc moi, je me suis adressée du coup directement au directeur général. À ce moment-là, on était en janvier. Je lui ai formulé une demande d'entretien. Ils ont répondu assez vite. J'ai pu avoir un entretien avec lui qui s'est déroulé en 2 temps en fait, 2 fois 1 heure. Bon, le temps était quand même très limité. Ce qui ne m'a pas donné la possibilité de poser toutes mes questions, mais en tout cas, j'ai pu poser un certain nombre de questions. Ouais. Et puis, ce qui est étrange, par contre, c'est que j'ai essayé de contacter d'autres personnes, puisque j'en parle dans mon enquête, et il était évidemment nécessaire pour nous de recouper nos informations. J'ai notamment essayé de contacter l'association Provea, qui est au cœur du dispositif, on l'a vu tout à l'heure, au cœur du dispositif de la GPE. Et lorsque j'ai appelé l'association, en fait, je suis tombée sur une personne qui m'a tout de suite dit, dès qu'elle a entendu le nom Mediapart, j'avais même pas formulé ma demande, qu'elle m'a dit « Ah mais non, je vous arrête tout de suite, il faut que je vous passe le service de com de la FNSEA. » Donc j'appelle une association qui a priori est indépendante de la FNSEA, association dite paritaire, et on me dit « Non, c'est la DIRCOM de la FNSEA qui va vous répondre. » Donc je suis retombée... presque en fait, cette simple discussion valide presque le mélange des genres que tu racontes dans l'enquête. En fait, c'est ça qui est... Tout à fait, c'est pour ça que je l'ai raconté en fait dans la boîte noire notamment de l'article. Parce que tout ça est évidemment révélateur de la façon dont tout est contrôlé. Et effectivement, j'ai donc eu plusieurs échanges avec la directrice de la communication qui ensuite a pris sur elle de répondre également aux autres sollicitations que j'avais envoyées à d'autres personnes de la direction de la FNSEA. Bon. Et elle s'offusquait d'ailleurs que j'ai des démarches comme ça en parallèle et que je ne me sois pas adressée directement à la direction de la communication. Alors, ils ont donc joué le jeu du contradictoire, on peut le dire, mais à leur manière. Voilà, bon. Et alors, après la publication de ton enquête, la FNSEA a réagi à chaque fois par un communiqué après chaque volet. Donc, en tout, il y a eu 3 communiqués, les voici. Et en gros, la FNSEA parle de règlement de compte, de réquisitoire, de vendetta. On est dans une com de crise bien offensive, j'ai l'impression. Bon. Oui, le syndicat a fait appel à un cabinet de crise en fait, pour gérer sa com, puisque donc, encore une fois, depuis novembre, ils sont au courant que Mediapart travaille. Et puis à partir du moment où j'ai eu cet entretien avec le directeur général, il savait très précisément sur quel sujet je travaillais, puisque je l'ai interrogé très précisément sur les informations que j'allais révéler. Donc effectivement, ils se sont préparés. Ils ont, en fait, à vrai dire, avant même la publication de mon enquête, il y avait déjà un projet de communiqué de presse, mais il s'avère que mon enquête étant en plusieurs volets, il y a eu donc au final 3 communiqués de presse et on voit bien que la communication a du mal à réagir sur l'ampleur des informations que je donne et sur en tout cas ce qui est la partie salaire. Ils ont reconnu immédiatement, ils ont assumé, pour reprendre leurs propres termes, et dans les interviews notamment que Christiane Lambert, la présidente du syndicat, a donné dans différents médias au moment où démarrait le salon de l'agriculture, elle a à plusieurs reprises dit qu'elle assumait, que le syndicat assumait les montants de salaire. Et d'ailleurs, ils parlent de vendetta, de règlement de compte, mais ne remettent pas en question le fond des informations. Donc, ils les valident, ce sont des informations. Ils ne remettent pas en cause le fond, c'est-à-dire, en fait, dans leur communiqué, ils démentent notamment la mauvaise attribution qui pourrait être le lot d'une partie des financements de Provea et donc de la GPE. Mais en fait, ils ne disent rien d'autre que ce que m'a déjà dit le directeur général. Donc en fait, même dans les termes, on retrouve à peu près les mêmes termes de ce qu'il m'avait répondu dans l'entretien et que je cite dans mon article. Mais après, précisément sur les informations et les chiffres que je donne, en fait, là, ils n'ont pas de réponse à apporter.
Et pour conclure, tu dis que c'est un syndicat qui est en repli parce qu'il perd des adhérents et qui doit faire face à des demandes sociétales et une remise en cause d'une certaine manière du modèle productiviste qu'il représentait et défendait. Et on sent que le syndicat se replie sur lui-même. Est-ce qu'il n'est pas en train, ce syndicat, de rater le coche d'une évolution de la pratique de l'agriculture, ou en tout cas d'une évolution nécessaire peut-être dans le cadre d'une planète en danger, etc. Est-ce que la FNSEA n'est pas en train de se ringardiser, de rater le coche de quelque chose? Oui et non, oui et non. C'est-à-dire, je pense, juste pour rebondir un petit peu sur ce que disait Amélie, ils ont une réaction d'assiégés quand même. Hein. Et je fais le lien avec toute leur campagne sur l'agribashing. C'est eux qui sortent ça, déjà prendre un néologisme anglais, c'est assez rigolo. Mais sur le fond, ça exprime bien la manière dont ils se pensent propriétaires de l'agriculture. Et ils se pensent représenter toute l'agriculture. Et donc, les critiques qui émanent de la société et des autres syndicats agricoles, la manière dont ils traduisent ça, c'est agribashing, vous n'aimez pas les paysans. Non, c'est pas vrai. Je veux dire que s'il y a un mouvement dans le pays de soutien aux paysans, il n'y a qu'à voir le nombre de visiteurs au salon, il n'y a qu'à voir l'évolution, les chiffres de vente de la bio, la visite des fermes, l'agrotourisme, etc. On est un pays qui aime les paysans. Il aime moins la FNSEA, ça c'est autre chose. Donc, ils font la confusion, ils se croient propriétaires de l'agriculture. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils ont passé 2-3 ans de flottement. On le voit dans leur communication, où ils ne savaient plus où ils habitaient. Ils ne savaient plus comment ils s'appelaient. Par rapport à la pression écologique, je vais dire climatique, biodiversité, maltraitance animale, ils ne savaient plus quoi dire. Et puis, ils ont trouvé la solution comme d'habitude, c'est-à-dire ils sont dans cette idéologie technique, je parle vraiment d'idéologie, où on résout les problèmes posés par une mauvaise technique, par une solution technique. On ne revient jamais au problème de départ en disant pourquoi on a démarré comme ça, il y a peut-être une erreur au départ. Exemple très concret. Ils sont très embêtés avec, je prends la Bretagne que je connais bien, les élevages industriels extrêmement intensifs qui polluent les rivières, qui polluent la mer, les algues vertes, etc. Ils ne savaient pas quoi répondre. Ils prenaient l'argent public. Hein. Ils ont bouffé 2 milliards pour essayer, qui n'ont servi à rien. Les rivières sont toujours polluées, etc. Mais par contre, aujourd'hui, il y a par exemple la méthanisation. Ils repassent à la caisse, ils veulent des sous pour mettre des méthaniseurs et rien changer au système industriel. C'est-à-dire qu'on continue dans la même voie, on retarde l'entrée dans le mur, parce qu'on va rentrer dans le mur, d'un point de vue et climat et biodiversité. Mais voilà, donc ils sont en train de se refaire une santé avec les drones, avec les robots, avec les méthaniseurs. Ça se traduit très très concrètement. Comme ce n'est pas des solutions, on va dire, à portée de bourse, au moins celles qui choisissent, eh ben, il va falloir des plus grosses fermes pour pouvoir se payer ce matériel. Donc on concentre encore la production et on va encore avoir de moins en moins de paysans. On continue l'hémorragie démographique. Mais donc, est-ce qu'ils peuvent continuer longtemps comme ça, ne pas regarder la réalité en face et foncer dans le mur? Est-ce qu'à un moment, leurs adhérents ne vont pas finir par se rebeller? Non, mais moi je vais vous dire, tant qu'on a une politique publique qui leur fait des chèques, c'est un vrai problème. La volonté politique, elle passe par l'argent qu'on met dedans. On met suffisamment d'argent sur la table. Moi, je suis pour le soutien à l'agriculture, j'ai aucun problème avec le subventionnement, etc. Mais au moins, il faut que le citoyen ait une agriculture qui corresponde à ses besoins et aux contraintes écologiques. C'est le minimum. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Eh ben, espérons qu'il... Je vais vous donner un dernier exemple, parce qu'il est lumineux, il est actuel. Ouais. Macron, notre président, a fait un discours à Rungis en octobre, je ne sais plus, je crois que c'était le 17 octobre, 17 aux États généraux de l'alimentation, disant « Je mets 5 milliards sur la table dans mon grand plan d'investissement sur le volet agricole pour la transition écologique ». Édouard Philippe, le Premier ministre, redit la même chose, l'argent va être fait pour changer de modèle. C'est le concert est à l'unisson. Qu'est-ce qui se passe? On met à la tête, on va dire, de la distribution de cet argent un des plus gros éleveurs de Bretagne, Olivier Alain, ancien président de la FNSEA des Côtes-d'Armor. On lui donne le titre d'ambassadeur du grand plan d'investissement. Et où vont les millions? Ils vont à l'agrandissement des poulaillers, à l'agrandissement des porcheries,
et aux méthaniseurs géants. Je ne parle pas du méthaniseur, on va dire, à l'échelle d'une ferme. C'est des méthaniseurs géants, des choses qui sont des vraies centrales électriques. Et il faut 10 exploitations pour les nourrir. Des méthaniseurs qui vont obliger à cultiver, en gros, du maïs pour pouvoir les alimenter, parce qu'on en est là. C'est-à-dire que c'est plus l'outil qui sert l'agriculteur, mais c'est l'outil qui reconfigure le mode de culture, ce qui est quand même inouï. Voilà, on en est là avec, on peut dire, c'est une sorte de détournement, c'est un changement d'affectation de ce qui avait été annoncé pour la transition écologique. Voilà, on a 5 milliards qui vont partir comme ça. Bon, bah c'est pas joyeux. Merci Gilles Luneau. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de La forteresse agricole, une histoire de la FNSEA qui était publiée en 2004. Amélie, merci aussi à toi. Tu vas suivre ce dossier et continuer à nous raconter les turpitudes de la FNSEA et du monde agricole. On revient dans un instant pour parler de l'extrême droite en Allemagne. À tout de suite. Mediapart.